tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog en plusieurs parties cette fois-ci. Première partie, la rencontre avec Camille de Peretti pour son livre. Et vous allez voir que c'était une rencontre passionnante. Ensuite, je vous donnerai quelques petits avis lecture. Et puis voilà, ce sera pas mal déjà pour les dernières semaines sur lesquelles je ne suis pas encore revenue sur mes lectures. J'espère que ça va vous plaire. Donc on est ensemble pour une petite heure environ, on va échanger autour de ce roman complètement incroyable. Donc je vais vous poser des questions, et là, si vous avez envie de poser des questions au fil de l'eau, bien sûr, vous êtes les bienvenus, c'est l'idée d'un échange, d'une rencontre conviviale. Alors, Camille de Peretti. Camille, donc tu es autrice, on l'aura compris, tu as écrit 9 romans. Celui-ci est ton 9e, qui a remporté 16 prix littéraires. Le prix du livre, c'était même pas ton dernier, alors que c'était il y a un mois. Il y en a eu un autre entre-temps. C'était lequel d'ailleurs? Le prix des lecteurs corses. Ah, ouais, ça c'est classe, t'es allée en Corse pour avoir... J'y vais en novembre. C'est tellement mal joué que ce soit en novembre ce prix. J'aurais tellement d'y aller en mai. Tu vois, bref, c'est pas grave, je mettrai mon maillot une autre fois. Mais non, c'est le prix des lecteurs corses. Ouais. Ah voilà, félicitations. Tu as aussi gagné le prix de la Maison de la Presse en 2024. Le prix des lecteurs du livre de poche et bien sûr le très très prestigieux prix du livre 2025. Mathieu, tu es comédien, on te voit sur les planches, mais aussi, enfin on te voit pas, on t'entend derrière les micros. Tu as joué Gogol, Marivaux ou encore Aragon et Goldoni. Tu fais du doublage, d'ailleurs tu reviens dans le doublage là. Donc tu fais beaucoup de voix off, de doublage. Est-ce que vous avez toutes et tous lu le livre? Oui, c'est super pour celles qui ne l'ont pas lu. Donc, le lecteur est entraîné de la Vienne de 1900 au Texas des années 1980, du Manhattan de la Grande Dépression à l'Italie contemporaine, sur les traces d'une mystérieuse jeune femme qui a servi de modèle à Klimt pour son portrait d'une dame, qui a été peint en 1910. Camille, tu t'es amusée à imaginer la destinée de cette jeune femme, à laquelle tu as donné le nom de Martha, et à celle de ses descendants, à commencer par son fils Isidore, qu'on va suivre tout au long de sa vie, et de sa petite fille, la brillante Pearl. C'est un livre vraiment extraordinaire que je vous invite à lire, relire et écouter surtout. Alors, première question pour toi, Camille. Est-ce que tu peux nous raconter la vraie histoire de ce tableau? Comment tu as découvert son existence puis son histoire? Oui. Donc, ce tableau a été peint par Klimt en 1910. Il a été vendu à la galerie Mietke, qui était la galerie officielle où Klimt vendait ses tableaux, à un acheteur dont on n'a pas gardé la trace. Ensuite, ce tableau était, pensait-on, perdu, ce qui n'était pas fou, parce qu'en fait, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu spoliation nazie, parce qu'il y a eu des incendies dans tous les sens, et parce qu'il y a eu beaucoup d'œuvres de Klimt qui ont été perdues. Et que c'était pas non plus comme les grandes œuvres dorées de Klimt, très emblématiques, etc. C'est un portrait qui fait 60 par 70, donc il est à peu près grand comme ça. C'est un très très beau tableau que moi j'aime de tout mon cœur, mais c'est pas non plus les grands tableaux que vous pouvez voir au Belvédère et tout ça. Donc ce tableau avait, pensait-on, été perdu. En 1925, il y a un autre tableau, qui est celui de la couverture, qui lui est acheté par un galeriste, Galeria Ricciodi, c'était en Italie à Plaisance. C'était un collectionneur d'art qui l'a acheté à un galeriste. Et lui, il ne savait pas d'où il tenait ce tableau, mais il disait que c'était un Klimt et ça, on en était sûr. Donc, ce tableau que vous voyez sur la couverture est resté dans un musée à la Galerie Ricciodi pendant une soixantaine d'années. Enfin, de 1925 jusqu'à 1997. Donc, un petit peu plus quand même. Et en 1997, il y a une étudiante en histoire de l'art qui s'appelait Claudia Maga
qui feuillette des catalogues et qui, elle, connaît ce tableau qui est à Plaisance dans le musée et qui fait le lien avec le fameux tableau de 1910 qui avait été perdu. Et elle dit, pour moi, c'est le même tableau, en fait. C'est un repeint, mais c'est le même tableau parce que le visage est le même. Alors certes, dans la première version, il y avait un chapeau, il y avait une étole, il y avait les épaules dénudées et tout ça, mais pas dans la deuxième. Il y a un chignon et un joli petit châle avec des roses. Mais c'est la seule différence, le visage est un peu moins fardé dans la première version, mais c'est vraiment la même chose. Donc elle arrive à la galerie, elle dit au directeur du musée, écoutez, je pense que le tableau que vous avez là, c'est un repeint, qu'il y a un autre tableau caché en dessous. Le directeur du musée, très très content, ils partent tous les deux pour l'hôpital du coin passer le tableau au rayon X. Effectivement, au rayon X, il voit qu'en dessous, il y a l'autre tableau. Donc là, le directeur du musée est super et euphorique parce que c'est un petit musée, la galerie Ricciodi, que ce serait le seul Klimt repeint connu de toute l'histoire de Klimt. Il se dit, on va faire un énorme expo incroyable autour de ce tableau, ça va être formidable. Et il décide de faire des petits travaux pour que ce soit tout beau dans son musée. Et pendant les travaux, le tableau est volé. Le tableau est volé. Et donc, tant pis, le tableau est volé. Raté, encore raté pour ce beau directeur du musée. Et voilà, les années passent, l'enquête piétine. On arrête un voleur italien, une sorte d'Arsène Lupin, mafieux local, très haut en couleur, que j'ai pas pu rencontrer, mais il était en prison. Enfin, il est toujours en prison d'ailleurs. Voilà, et j'ai conversé avec un journaliste qui lui avait eu la chance de rencontrer le monsieur en question. Et donc, quand il s'est fait arrêter, il a avoué avoir volé un très très grand nombre de tableaux. Et il a dit d'ailleurs, le Klimt c'était moi. Et on a dit, ah bon, alors le Klimt c'était vous, et donc c'était qui le commanditaire? Il dit, alors là, pas du tout capable de dire quoi. En revanche, il promet aux enquêteurs de police que le tableau, lorsqu'il l'avait volé, le commanditaire lui avait dit, je le restituerai 20 ans après. Ce qui n'a aucun sens. Hein. Et la police se dit, bon, on est en 97, vu que... Non, le voleur s'est fait arrêter en 2016 et le tableau a été volé en 97, donc ils font les calculs et ils disent, bon, donc il va être rendu normalement en 2017. Mais en 2017, il ne se passe rien. En 2018 non plus. Et en 2019, alors que le jardinier est en train de tailler du lierre, le jardinier de cette fameuse galerie Ricciodi, moi j'ai vu le lierre, hein, j'ai vu le buisson, j'ai été là-bas. Et il trouve en fait, c'est une sorte de trappe dans le mur, au niveau du sol, parfaitement emballé dans un sac poubelle, le fameux tableau. Voilà. Et donc ça, c'est la vraie histoire. Donc ça paraît dans la presse en 2019 en disant, on a retrouvé un tableau de Klimt d'une valeur de 60 millions d'euros dans un sac poubelle, qui avait disparu depuis 20 ans et qui était un repeint et qui blablabla et tout ça. Et c'est un ami qui lit l'article dans la presse et qui me l'envoie en me disant, Lisa, ça va t'amuser. Parce que tout le monde aime les histoires de tableaux de 60 millions qu'on retrouve dans les sacs poubelles. C'est vrai, ça plaît à tout le monde, ces histoires-là. Tout le monde aime les histoires de repeint, parce qu'on se dit toujours qu'il y a un tableau caché sous, on trouve ça génial. Et puis parce que c'est un ami très gentil qui sait que je suis toujours à la recherche d'idées pour mes romans, parce que, comme la plupart des écrivains, j'ai pas d'imagination, donc il faut bien que j'en trouve ailleurs, quoi. Et voilà, et en fait, en lisant cet article, je me suis dit, ah, peut-être que oui, il y a un sujet. Et j'ai commencé à faire des petites recherches. Et plus je faisais des recherches, et plus je me disais, oh là là, le pactole. Et voilà, c'est ça en fait ce qui s'est passé. C'est fou. Et donc ce petit musée qui n'était pas très connu, depuis ton livre, il y a eu un véritable coup de projecteur. Alors, il ne faut pas exagérer, mais non, ce qui est vrai. Non, il y a des visites autour de ton livre. Exact. Alors, en fait, rigolez pas. Comme le Da Vinci Code. Non, pas comme le Da Vinci Code, j'aimerais bien. Non, en revanche, c'est vrai qu'il y a des clubs de lectrices en Italie, comme il y a des clubs de lectrices en France, hein, mais, et qui prennent des cartes pour aller voir le tableau parce que le livre marche bien en Italie. Et après, la directrice du musée m'a dit qu'il y avait eu l'été 2024, quand le livre est sorti, énormément de Français qui arrivent au musée de Plaisance en disant on vient pour voir le tableau parce qu'ils avaient lu le livre. Voilà. Et énormément de Français, comme c'est un petit musée, elle trouvait que c'était beaucoup, mais c'était pas non plus des milliers de gens. Mais la bonne nouvelle, elle m'a dit, la directrice, c'est que grâce au livre, elle a demandé des subventions à la région pour réparer les fissures. Parce que c'est vraiment bien, voilà. Et elle a eu les subventions. Donc quand même, c'est quand même un truc très positif du livre, c'est que oui, il a fait du bien au tableau, au musée, etc. Oui. Ouais. Et toi, tu y es retournée? Moi, j'y suis allée plusieurs fois. J'y suis allée, donc la première fois
avec beaucoup d'émotion parce que ça faisait 2 ans que je travaillais dessus et que j'avais la photo au-dessus de mon bureau et que je l'avais jamais vue en vrai. Ouais. Donc j'étais très impatiente de la voir pour de vrai, et puis que je m'étais fait tout un monde de ma première fois où j'allais la voir et tout ça. J'ai été très bien accueillie par le musée, par le monsieur qui s'occupe là-bas de un peu tout, la billetterie, la sécurité, les fissures, enfin il fait un peu tout le gars. Très gentil, il parlait bien anglais. J'étais seule dans le musée avec lui parce qu'ils avaient fermé au public pour que je puisse... j'avais fait ça avec une amie italienne qui avait écrit la lettre la plus polie qu'elle ait jamais écrite toute sa vie pour me permettre justement de rester un petit peu et poser des questions et tout ça. C'était merveilleux donc ce monsieur, je lui posais plein de questions, j'avais mon carnet et il m'expliquait tout. Je lui disais donc le système d'alarme et donc les portes et les trucs et tout ça. Et il parlait. À un moment, il s'est arrêté de parler. Et j'ai vu dans ses yeux qu'il se disait elle va voler le tableau. en fait, je la connais pas du tout. Elle dit qu'elle écrit on sait pas quoi. Enfin, peut-être que c'est juste une voilà. Et je suis seule dans le musée avec cette femme. Mais je savais pas que voilà. Et je suis en train de lui donner tous les codes de sécurité et de machin. Et c'est complètement débile cette histoire. Voilà. Et donc j'ai senti ça. Ouais. Donc ça c'était très marrant. Puis après j'y suis retournée. La fois alors avec mon éditrice et quand le livre est sorti en Italie. Ils ont fait le lancement du livre avec des gens de la presse et tout ça, machin. Ils avaient privatisé le musée pour ça, donc c'était une soirée exceptionnelle, c'était vraiment génial. Et là, bizarrement, la deuxième fois, quand je l'ai vu, j'ai pas eu la même émotion et la même vibration que j'avais eu la première fois. J'étais presque déçue en fait. Mais il y avait beaucoup de monde, il y avait le côté conférence de presse, machin, lancement du livre, il y avait un peu de... voilà, donc j'étais assez embêtée qu'il n'y ait plus cette espèce de magic truc et d'étincelle. Et finalement, après que la soirée ait eu lieu et que finalement tout se soit très bien passé, que tout soit redescendu en pression, ils étaient en train de fermer le musée, je me disais est-ce que je peux aller la voir juste une seconde? Et donc là, je suis partie. Et donc là, les lumières étaient éteintes. Je suis partie juste pour lui dire au revoir. Et là, alors là, j'ai re-eu le truc. On n'était que toutes les deux. J'ai dit merci. Parce qu'en fait, non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, c'est mon 9e livre, mais j'ai jamais eu un best-seller. J'ai jamais eu cet esprit littéraire. Enfin, j'ai jamais eu de prix. Enfin, si j'avais eu un prix pour mon premier roman. Donc voilà, ça faisait 20 ans en fait que j'attendais que ça marche. Donc voilà, et donc là, tout d'un coup, tout ce succès incroyable, c'est tourné partout, le livre il est traduit en 20 langues, enfin et c'est vraiment grâce à elle. Donc en fait, il fallait vraiment que je la remercie, quoi. Donc j'étais là, ma chérie, je pleurais, j'étais toute contente et puis je suis repartie. Voilà, je ne l'ai pas revue depuis, mais voilà, donc c'était chouette. Combien ça t'a pris de temps d'écrire un roman? 2 ans et demi. À plein temps? À plein temps avec 3 enfants et un mari. Et la popote. Ouais, exactement. À plein temps. Quasi plein temps. Quasi plein temps. Ouais. Et quand vous décidez que c'est le point et que c'est fini? Alors, ça dépend des livres. Il y a parfois des fins ratées. Donc on a décidé que c'était fini, mais l'éditrice elle dit vous allez me reprendre tout ça. Donc finalement c'était pas fini. Donc ça se travaille, ça se retravaille. Il y a quand même un moment où on a une sorte de... Comment expliquer? En fait, c'est ce que j'explique souvent à mes élèves. Moi j'ai des cours d'écriture, je donne des cours d'écriture créative depuis de nombreuses années. Et c'est une question, surtout pour les élèves qui écrivent leurs premiers romans, ils disent mais comment est-ce que je sais quand est-ce que c'est terminé, quoi. Et je pense que c'est un peu comme un orgasme. Si tu demandes ce que c'est un orgasme, c'est que tu l'as pas eu en fait. Donc tu sais en fait. Quand tu l'as eu, tu sais. Voilà. Et donc quand c'est fini, tu sais que c'est fini. Et c'est un peu ça, je pense. Voilà. Mais après, en revanche, contrairement à l'orgasme, il faut le refaire, le retravailler, le refaire. Faut pas dormir, quoi. Je sais pas si elle tient cette métaphore. Poser la question. Non, mais ça donne envie d'écrire. Comment enchaîner là-dessus? Mathieu, est-ce que tu veux bien nous lire
passage du roman, s'il te plaît. Allez. Où il est question de chocolat chaud et de souvenirs de Martha et d'Isidore. Ah, c'est là qu'on revient à Stefan Zweig. J'avais une question à te poser du coup. Ouais. Parce qu'à Vienne, moi je suis allé au café Sacher. Ouais. Bon, c'est parce qu'à cause de Zweig, parce qu'il rêvait, je crois, il y a une histoire de réparation avec son papa vis-à-vis de ce café qui était fréquenté par l'intelligentsia, je crois, quand il était petit. Et pareil, il a été amené une fois petit dans le café Sacher. Et à la fin, c'était quand il est devenu, évidemment, la personne qui est devenue, c'était le café où il avait ses habitudes. Ouais. Alors moi, c'est pas le café. Non, Sarah, ça c'est le Grand Central. C'est le café central. Mais je suis passée à ce café, effectivement. Mais il y a, enfin, moi je l'ai choisi le café central parce que quand j'ai écrit ce chapitre, j'avais pas encore été à Vienne et c'était celui où il y avait le plus de photographies sur Google. Donc en fait, bah oui c'est bête, mais donc j'avais besoin quand même de visualiser un petit peu l'endroit. Bien sûr. Et alors après, il mieux vaut que tu lises après, parce que ce sera mieux quand tu liras, parce que je ne peux plus parler après que tu aies lu, mais en fait, ce qui s'est passé pour l'écriture de ce chapitre en particulier, c'est que donc, je savais que je voulais un café qui existait en 1910 et encore aujourd'hui, donc le café central, je l'ai trouvé tout de suite sur Google. Ouais. Je voulais des photos pour avoir une vague idée, et après, j'ai très peu décrit dans ma première version du chapitre le café en question, parce que je savais que j'irais à Vienne de toute façon à la fin, parce que Kalman Levy m'a envoyé à Vienne pour finir mon enquête et faire plein de choses là-bas, mais que ce serait plusieurs mois après. Donc ce que j'ai fait, c'est que la chose la plus importante dans ce chapitre pour moi, c'était la réaction de l'enfant et la relation entre la mère et l'enfant. Donc j'ai pris mon fils, mon troisième, qui avait exactement l'âge d'Isidore à l'époque, de cobaye. Je l'ai totalement manipulé psychologiquement. Je lui ai expliqué qu'il allait boire le plus extraordinaire chocolat chaud de toute sa vie. Je lui en ai parlé pendant presque 2 semaines avant. Donc il attendait le truc comme si c'était vraiment énorme. Je l'ai emmené chez Angelina à Paris, rue de Rivoli, où il y a un très bon chocolat chaud avec tout un décorum, etc. et qui doit être assez proche de... Voilà. Je l'ai observé pendant tout le temps où il buvait son chocolat chaud. Je suis rentrée à la maison, j'ai écrit la scène. Et le chapitre était terminé. Et ensuite, quelques mois plus tard, j'ai été à Vienne. Cette fois-ci, donc, avec l'éditeur qui m'avait permis d'aller là-bas pour aller voir plein de trucs de Klimt et tout ça. Et là, j'avais pris mon mari. Parce que j'ai dit, écoute, c'est Kalman qui paye, on y va, ça va être bien. C'est vraiment... non, il a payé son billet de train, mais en revanche, à l'hôtel, il n'avait pas payé la moitié de... Enfin bref, peu importe. Donc on était très contents d'être à Vienne pendant 3 jours tous les deux en amoureux. Et là, j'ai dit, mon chéri, on va aller au café central. Et lui, il était trop content. Donc on est allé au café central, là j'avais mon carnet, et là j'ai noté toutes les couleurs des guéridons, des murs, toutes les mosaïques, etc. Donc lui il me disait, bon, bah, c'est sympa d'être avec toi, hein. C'était toi, je travaille. Donc, voilà, donc... Et en fait j'ai tout noté, et ensuite quand on est rentré à l'hôtel, là j'ai réécrit mon chapitre avec toutes les informations que je venais d'avoir dans le café central, puisque j'y avais été. C'est vraiment un chapitre qui s'est écrit en 2 fois. Okay. Et maintenant vous allez avoir la lecture qui est... Et donc là on va découvrir Isidore enfant, qui est un des 2 personnages principaux du roman, avec sa maman Martha, qui est l'inconnue du portrait. Ils tournèrent à l'angle de Strauchgasse et Martha poussa la double porte du café central. Si vous voulez bien me suivre, le serveur les mena à leur place. Peut-être la jeune ouvrière endimanchée n'était-elle pas si à l'aise qu'elle voulait en avoir l'air, mais son enfant lui donnait du courage. Elle se demanda un instant si, avec son ruban bleu, Isidore pouvait passer pour un petit aristocrate dont elle aurait été la nurse. Mais il était trop évident qu'il n'était pas de ce monde. L'enfant ouvrait des yeux ronds comme des billes et gardait la bouche ouverte. Ils s'assirent devant le guéridon de marbre rouge qu'on leur avait désigné. Au-dessus de leur tête, des dizaines de lustres pendaient des arcades. Grandiose. En pleine pénurie. Ce lieu faisait figure d'îlot d'abondance. Il y avait même des pâtisseries exposées sur un immense comptoir à l'entrée. Cette magnificence avait un prix. Martha tenta d'avoir la voix la moins blanche possible quand un autre serveur s'avança vers eux. « Nous prendrons 2 chocolats chauds, s'il vous plaît. » La mère et le fils attendirent sagement. Isidore regardait les frises de petites étoiles sur fond de marbre bleu qui ornaient les colonnes. Les tasses de porcelaine arrivèrent avec la chocolatière et les 2 coupelles de crème.
Martha versa le chocolat, brun, épais, brûlant. Puis elle montra comment il fallait prendre un peu de crème fouettée avec la cuillère en argent et la tremper dans le chocolat. Isidore porta ce délice à ses lèvres. Ses yeux brillaient de plaisir. La chaleur l'emporta sur les premières sensations. Le goût métallique de la cuillère lui sembla irréel. Puis vint l'onctuosité de la crème qui fondait sous son palais et la douleur et la douceur se mêlant à l'amertume. S'il avait osé, il aurait ri de gourmandise, mais l'instant était si solennel et il avait peur d'en renverser et de faire une tache sur son ruban bleu. L'air au-dessus de sa tasse lui sembla plus léger. La cuillère récolta à nouveau un petit nuage alvéolé, plus délicat qu'une plume, avant de plonger dans le lac brillant et sombre qui l'attendait. C'était une boue merveilleuse et sucrée qui lui coulait dans la gorge, et une impression générale de temps suspendu se grava en lui. Le tintement des verres et des tasses alentour, le bruissement indistinct des clients attablés, et le regard empli de douceur de sa mère qui contrastait tant avec celui des jours ordinaires, où elle lui apparaissait comme une femme fatiguée. Martha observait son fils de toute son âme. Elle voulait inscrire cet instant de délectation pure dans l'immense édifice de ses souvenirs, comme on l'aurait fait d'un baiser, un baiser de chocolat et une envie de se lécher les doigts. Alors aujourd'hui, il faut que je vous parle de toutes ces lectures-là. Alors, si on essaye d'aller dans l'ordre, celle-ci, je vous en avais un petit peu parlé, donc une dark romance chez Paille. Donc voilà, donc avis définitif. Néanmoins, je lirai le tome 2. Celle-ci, c'est un roman historique sur une intrigue sur des diamants de la reine, notamment pendant le règne de Marie-Antoinette. Alors, au niveau de l'écriture, c'est très particulier parce qu'il n'y a aucun dialogue, donc c'est très très descriptif. C'est assez dense au niveau écriture, donc ça a été un peu compliqué d'y adhérer. Néanmoins, je me suis laissée embarquer. Bon, j'étais quand même assez satisfaite d'avoir terminé parce que c'est 400 et quelques pages de description, donc c'est un peu compliqué. Après, pour ceux qui aiment bien le côté descriptif et très peu dialogué, ben allez-y, hein, franchement. Donc, La Reine du Labyrinthe est écrit par Camille Pascal. Il me semble, alors je sais plus dans quel ordre, j'ai lu cette romance. C'est une romance MM qui est en fait qui a lieu dans un harem chinois, donc sous l'Empire chinois. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal parce que ça a lieu au XVe siècle en Chine impériale. Donc je connaissais pas autant de choses sur la façon dont les femmes étaient traitées à cette époque-là, etc., notamment dans le harem de l'empereur chinois. Et en l'occurrence, là, on suit le parcours d'un prisonnier, d'un homme, et un peu particulier, mais c'est plutôt bien écrit. J'aime notamment le côté couverture, hyper belle, etc. Et puis, côté physique du livre est vraiment hyper beau. Voilà. Donc, avec la tranche hyper jolie. Donc, ça s'appelle La floraison des Sakura, écrit par Dana Blue, que j'ai beaucoup apprécié. C'est une de mes premières romances à même. D'habitude, je suis pas trop sur ce type de romance. Donc, c'est aux éditions Salambo. Voilà. Le livre suivant dont je vais vous parler, c'est La plus belle des magies, aux éditions Nathan, et écrit par Anaïs Roland. Alors, c'est très court, mais très joli, très mignon,
vraiment idéal pour une petite lecture, même pour les enfants. C'est très bien écrit et puis c'est très bien imaginé et puis je trouve tellement actuel, donc et avec une couverture magnifique, donc n'hésitez pas à aller le découvrir. Le livre suivant que j'ai lu cette semaine, c'est Tout ce qui est dehors n'est plus dedans. Et alors, on a l'impression que c'est un titre un peu long, mais en fait, ça dit tout. Donc c'est le récit d'une jeune femme qui est femme au foyer pendant quelques mois avec ses enfants, donc mère au foyer plus particulièrement. Et alors elle nous parle de toutes les péripéties, etc. Et c'est vraiment très drôle, très vivace, très ironique. J'ai adoré. Donc on passe un super bon moment avec cette petite tranche de vie. Donc n'hésitez pas à aller le découvrir. Donc c'est aux éditions Les Trois As Cannes. Voilà. Donc écrit par Bérénice Bourgueil. Et le dernier roman dont je voulais vous parler, donc c'est un petit feel-good aux éditions City qui s'appelle « Il en faut peu pour être heureux ». Et rien que le titre, je pense, ne vous laissera pas indifférent puisque la petite chanson va vous rester un petit peu dans la tête. Donc écrit par Marie-Lise Trécourt. Donc Marie-Lise Trécourt, pour moi c'est son troisième ou quatrième roman, il me semble, que j'ai lu de cet auteur. J'aime beaucoup sa plume. Je trouve ça très drôle. Et alors là en particulier, on a un chien qui s'appelle Morito, qui se prend pour un petit espion du type James Bond, donc Morito Bond. Et c'est trop drôle, vraiment extrêmement drôle. J'ai été vraiment captivée par toutes les aventures de ce petit Morito. Et puis chaque personnage prend à tour de rôle la parole dans les différents chapitres. Et franchement, c'est génial. On passe un super bon moment. Vraiment, j'ai adoré. Donc un petit feel good qui, mine de rien, alors l'auteur a toujours tendance à mettre son petit grain de sel sur certains thèmes particuliers. Donc il y a la thématique des femmes, de l'amour, de la famille, de l'amitié, bien évidemment, et du deuil aussi. Donc n'hésitez pas à aller le découvrir. Et puis j'adore toujours ce qu'écrit l'auteur, donc du coup je ne peux que vous le conseiller. Donc jusqu'à présent, moi j'avais découvert ces livres aux éditions Erol. Donc celui-là vient de sortir aux éditions City. Donc il en faut peu pour être heureux, de Marie-Lise Trécourt. N'hésitez pas à le découvrir. J'espère que tous ces avis lecture vous ont plu. Et on se retrouve très vite. Donc j'ai plein de choses encore à vous dire de mes prochaines lectures. Donc je vous laisse patienter jusqu'au prochain vlog. Donc j'espère que ce sera le week-end prochain et que je ne laisserai pas passer 2 semaines comme cette fois-ci. Mais là, c'était un petit peu plus long puisqu'en fait, comme il y avait la partie rencontre littéraire, et donc je voulais rendre quand même hommage comme il faut à Camille de Peretti, et avec son roman qui est juste magnifique et que j'ai adoré, que j'ai découvert il y a à peu près 1 an presque, puisque c'était en janvier dernier. Donc je vous laisse découvrir tout ça, et vous avez déjà découvert tout ça, donc j'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve très vite. À tout bientôt.